Le grand débat, c'est un terme à la mode ces dernières semaines et vous voyez que la DIL n'a pas attendu pour organiser le sien sur une loi, la loi Elan. Il est dans les missions de la DIL de rendre accessibles tous les textes qui viennent jalonner les politiques publiques de l'habitat et du logement. Le gouvernement a fixé plusieurs axes d'une politique du logement renouvelée à travers Elan. D'abord, il s'agit de construire plus, mieux et moins cher. Ensuite, il s'agit d'accompagner l'évolution du secteur du logement social, de répondre aux besoins de chacun et de favoriser la mixité sociale, des choses évidemment qui étaient déjà présentes dans les textes antérieurs. Et il s'agit en dernier lieu, c'est le titre 4 de la loi, d'améliorer le cadre de vie. Le projet partenarial d'aménagement, c'est un outil destiné à réaliser des opérations d'aménagement. C'est un contrat conclu entre l'État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales. Et donc aujourd'hui, on a cet outil dont l'idée est de pouvoir résoudre des problèmes d'urbanisme qui sont compliqués, et notamment permettre la production de logements, mais aussi la production de tertiaires. Pour ce qui concerne la métropole, au-delà des projets qui peuvent être en cours sur l'ouest de l'étang de Berre, le premier protocole a été signé effectivement le 22 janvier. Il fait partie d'une des actions très fortes de la présidente Madame Martine Vassal qui a fait approuver dans le cadre du plan stratégique de lutte contre l'habitat indigne une de ces actions fortes, notamment le PPA, sur le territoire de Marseille. Pour nous, le PPA représente 3 avantages. Le premier, c'est que ça doit nous permettre à aider à préparer l'avenir, notamment pour construire notre programme pluriannuel d'investissement sur 5 ans qui fixe les objectifs d'acquisition et de cession. Deuxième avantage, c'est le modèle qui crée. Parce que lorsqu'on a des opérations importantes, qu'il faut rechercher des financements, on finit par avoir une multitude d'accords. Et si on pouvait regrouper tous ces accords dans un seul et même document, je pense que ça serait source de progrès. Et donc je pense que ces PPA nous permettront d'avoir une meilleure efficience sur nos activités. La grande opération d'urbanisme découle d'un PPA. C'est un PPA, mais plus abouti, plus organisé. Ça permet à l'établissement public de coopération intercommunale de prendre un certain nombre de compétences, et notamment les autorisations d'urbanisme. Ça lui permet aussi de pouvoir réaliser en maîtrise d'ouvrage direct les équipements publics qui sont nécessaires et qui souvent relèvent de la compétence communale. Donc effectivement, dans le jeu global d'aménagement et de développement sur Marseille, il y a ce travail qui sera mené pour effectivement voir s'il y a un intérêt ou pas à prendre l'ensemble de cette compétence. 30 000 logements bloqués par des recours sur la France. Sur le département, c'est 6 500 selon la dernière étude qu'on a faite au niveau de la Fédération des promoteurs immobiliers. Ouais, une réalité, c'est un fléau même. Le fait de rendre beaucoup plus courts les jugements, nous pensons que ça va essayer et faire améliorer un petit peu la situation. Nous, de notre côté, au sein des aménageurs et constructeurs de la Fédération française du bâtiment, on ne peut que se réjouir de telles mesures. Quand aujourd'hui on dit sur un ensemble immobilier, gardons 20% des logements accessibles, c'est-à-dire tels que la réglementation PMR nous l'impose, et pour les 80% des autres cas, faisons un séjour et cabinet d'aisance accessible, et ensuite pour les autres pièces, essayons de concevoir les choses de telle manière qu'elles puissent évoluer avec des travaux simples, c'est ce que dit la loi, je crois. On attend de savoir dans le décret ce qu'on entend par travaux simples, on va le savoir prochainement. Ça nous paraît être une bonne idée. Différentes mesures encouragent la restructuration du secteur social, notamment le regroupement des bailleurs sociaux. Ce ne sont pas des décisions qui se prennent dans la précipitation. Il y a un agenda qui est fixé comme échéance le 1er janvier 2021. Les décideurs, les gouvernances de ces organismes ont toute cette période pour faire leur choix. S'agissant de la loi SRU, il y a une expérimentation qui est mise en place, l'expérimentation d'Aubresse, qui vise à mutualiser à l'échelle intercommunale les obligations SRU en permettant à certaines communes de transférer leurs obligations en matière de logements sociaux à un EPCI dont elles sont membres. On est tous préoccupés par essayer d'arriver à répondre à cette exigence de production plus importante de logement social. Je vous rappellerai également qu'au niveau métropolitain,
le taux atteint par l'ensemble du territoire métropolitain en matière de loi SRU est de 19%. Donc on est vraiment en phase de conquête sur le fait d'atteindre cet objectif de 25%. La première chose, c'est que, pour le coup, si je prends la précédente période triennale, des communes qui étaient carencées, il y en avait 42. Pour l'actuel, dont le bilan a été tiré en 2017, il y en a 24. Donc il y a forcément un progrès significatif. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'enjeu, c'est pas de se substituer aux communes, mais c'est de les emmener avec nous et d'emmener tous les maires dans un processus de dynamique et de construction de cette métropole attractive et solidaire que l'on souhaite. Donc on a fait le pari de signer des contrats de mixité sociale dans lequel on est rentré dans un travail extrêmement fin à la parcelle pour travailler avec chacun des élus en regardant quelles étaient les opportunités, quels sont les projets, comment les mener. Et le constat qu'on fait, c'est qu'on arrive à convaincre un certain nombre de maires qui, jusqu'à précédemment, étaient assez rétifs à cette idée du logement social. Dynamiser la vente de logements sociaux répond au souhait du législateur, d'une part, d'accélérer la constitution de fonds propres par les organismes de logement social pour financer la production de nouveaux logements ou procéder à la rénovation de leur parc, mais aussi à l'objectif de favoriser la mixité sociale et les parcours résidentiels. Le recours à la vente HLM jusqu'à maintenant, on a bien vu, et on est tous tout à fait conscients et lucides, que ce n'était pas un procédé auquel les bailleurs recouraient massivement. Les organismes HLM n'ont plus le choix. Il y a une pression financière qui va les obliger à avoir une vraie politique de vente à grande échelle. Vendre son patrimoine permettra à l'organisme social de récupérer une marge de manœuvre pour pouvoir construire. Et c'est fort important. Le bailleur a une difficile tâche à conduire, c'est de répondre à une très grande diversité de besoins qui s'expriment. Le locataire qui est bien dans son logement, qui y est depuis de nombreuses années, qui a pris des repères sociaux, qui est souvent un ménage très modeste, donc très attaché à son logement, on déstabilise toute sa vie en lui proposant de bouger. Et donc, ça ne se fait pas dans n'importe quelles conditions et ça nécessite des démarches d'accompagnement. Alors la loi Elan instaure effectivement le bail mobilité pour faciliter le logement des personnes qui ont besoin d'un logement temporairement. C'est un contrat de location de courte durée meublé. Il s'adresse aux 6 catégories de situations prévues par la loi, comme par exemple les personnes qui sont en apprentissage, en stage ou encore en études supérieures. Le seul bémol de ce bail mobilité à ce stade, c'est qu'il ne concerne dans nos cabinets de gestion qu'une faible part des logements que nous louons, puisqu'on est là sur un bail meublé, donc sur un appartement meublé. Ça représente à peu près 10% des logements que nous louons aujourd'hui. Le dépôt de garantie n'est que d'1 mois, il était auparavant de 2 mois. Il est quand même important de couvrir les risques du propriétaire. Mais peut-être que là, Visal pourrait être une solution. Visal, c'est 250 000 visas octroyés, demandés en 2018. Plus de 70 000 contrats de cautionnement émis. Donc 34% des visas émis se concrétisent en sécurisation. 34%. Donc en fait, c'est très positif puisque moi j'y vois là une marge de progression possible. Le bail de mobilité va nous y aider. La loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour moderniser et renforcer la sécurité juridique des contrats de location qui sont établis par des outils numériques. Donc on parle bien de bail numérique. C'est une avancée parce que c'est vrai que nous, professionnels de l'immobilier, nous utilisons déjà des baux numérisés, mais c'est bien que ce soit encadré et qu'il y ait des agréments de prestataires. On a quand même une inquiétude quant au transfert automatique des données. Je comprends que pour les baux qui soient signés par des particuliers qui ne fournissent pas forcément leurs chiffres aux observateurs de loyer, ce soit intéressant, mais en ce qui nous concerne, nous, c'est une intrusion un petit peu de l'État dans nos données qui doivent être sécurisées. Aujourd'hui, la loi Elan renforce davantage le cadre des locations saisonnières, également appelées meublées de tourisme. Est-ce que le contrôle et les sanctions prévues par la loi Elan pour limiter la location saisonnière, ça va permettre de rebooster le secteur? Je l'espère parce que c'est vraiment pour nous un problème. Il y a des arrondissements dans lesquels on perd énormément de logements qui étaient avant loués à l'année.
puisque les propriétaires préfèrent louer un appartement 600 € la semaine plutôt que de le louer 600 € pour le mois. En fait, c'est un dispositif d'encadrement qui revient effectivement avec cette loi Elan à titre expérimental pour 5 ans. Alors dans quelles conditions? Il faut retenir simplement que l'Interco, qui est compétente en matière d'habitat, ou la métropole d'ailleurs, pourra demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers soit mis en place sur tout ou partie de son territoire. Hélène, on l'a vu, il y a 2 habilitations du gouvernement pour légiférer et codifier par voie d'ordonnance. Quelles seront leurs teneurs ? Une première pour pouvoir adopter un code de la copropriété qui va permettre d'organiser et de condenser donc toutes les règles relatives à la copropriété sous un seul code. Il y a une deuxième ordonnance donc, qui sera prise également en vue de faire évoluer les règles relatives à la copropriété et donc de prévenir le contentieux important dans ce domaine-là. La loi Elan arrive alors que la précédente loi n'a pas été digérée. La loi Elan arrive alors que tous les décrets d'application de la précédente loi ne sont pas encore sortis. L'esprit de la loi est positif parce qu'il met en avant les difficultés que nous avons sur la copropriété, c'est les difficultés sur les prises de décision, sur l'exercice et sur un souhait de simplification. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de copropriétaires qui sont présents et tous se rencontrent confrontés à un problème, c'est la lecture de la comptabilité qui est très complexe et les décisions et la manière dont se passent les décisions en assemblée générale. Ce souci-là de dire qu'il faut qu'il y ait plus de votes, plus de représentation par des votes par correspondance plus détaillés, plus facilités, par du vote électronique, etc., je pense que ça va dans le bon sens. Je suis curieux de voir comment va être rédigé le décret. Organiser une visioconférence en matière de copropriété, je n'arrive même pas à imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Si la copropriété aujourd'hui ne fonctionne pas très bien, je pense que c'est ni le problème du syndic, ça peut l'être, ni le problème du conseil syndical et ni le problème des copropriétaires qui assistent aux assemblées générales. Le gros problème en réalité de la copropriété, et on n'en parle pas assez, c'est le problème de la récupération des charges. Alors, dans le cadre effectivement de la loi Elan, on a fait une petite amélioration, puisque effectivement dans le cadre de l'échéance exigible, on pourra effectivement dans le cas d'une procédure mettre les charges passées et les charges futures du budget prévisionnel. Mais est-ce que ce sera suffisant? La métropole s'est emparée du sujet des copropriétés dégradées et je dirais qu'elle a pris la suite d'un certain nombre de collectivités qui s'y étaient déjà attelées. Les ORCOD, ce sont les opérations de requalification des copropriétés dégradées. C'est un outil d'intervention publique qui a été introduit par la loi Allure en 2014 pour pouvoir traiter les copropriétés les plus en difficulté. Dans la série des expertises à conduire, on a également bâti un partenariat avec la DIL pour réaliser une vingtaine de diagnostics assez rapides, mais néanmoins qui portent sur des sujets qui en général bloquent le fonctionnement de la copropriété. Donc la composition, le régime juridique qui parfois a des vides et surtout la gestion financière. On parle de permis de louer en fait. Qu'est-ce que ça veut dire finalement le permis de louer? Pour lutter contre l'habitat indigne, c'est un outil, hein, c'est un tournevis ou une clé, comme on veut. Parce que c'est un vrai travail d'équipe. Il a été traité à peu près 100 dossiers. Et dans les 100 dossiers, il y en a 80 qui ont été résolus. Ça peut revêtir 2 formes, soit une simple déclaration de mise en location. L'autre régime existant, qui est plus contraignant pour le propriétaire, c'est l'autorisation préalable de mise en location. La loi Elan prévoit donc de systématiser déjà l'astreinte administrative, c'est-à-dire que jusque-là c'était uniquement facultatif et ça devient donc une obligation. C'était un peu le maillon qui manquait entre la prescription de l'arrêté et le recours aux travaux d'office. Pour le coup, c'est un réel progrès. Mais pour autant, il convient encore aujourd'hui de répondre à toutes ces questions et c'est l'objet aussi d'un groupe de travail qui est en train d'être mené au niveau national, justement pour redéfinir les modalités d'application de ces astreintes et élaborer un guide méthodologique. La loi Elan a créé une nouvelle présomption de revenus, donc à l'encontre des marchands de sommeil, comme cela était prévu en matière de trafic de drogue ou de contrefaçon. Les condamnations pour hébergement contraire à la dignité humaine,
pour non-respect d'un arrêté d'insalubrité de péril ou lié à la sécurité des hôtels meublés, ou en cas de non-respect de la protection des occupants. Les peines de confiscation et d'interdiction d'achat à l'encontre des marchands de sommeil qui ont dorénavant un caractère obligatoire et qui s'appliquent à des condamnations spécifiques et plus importantes qu'avant. On ne résoudra jamais le logement en quelques clics de doigts où il faut du temps. Et donc il faut être patient et voir un petit peu le fruit plus tard de toutes les améliorations, les applications qu'on peut entrevoir ou appliquer.